Salut, c'est John. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un petit peu te raconter mon histoire. C'est très rare que je raconte mon histoire. Si tu es familier à mes vidéos YouTube, tu verras que cette vidéo ne comporte pas tu verras pas mon visage. Je le montre très rarement. Premièrement, essentiellement parce que je n'ai pas de caméra sur ma machine, sur mon ordinateur. Il est très puissant, mais bizarrement, pas de caméra. Euh, j'ai une autre machine, j'ai plusieurs machines, hein, et j'ai pris l'habitude de travailler sur cette machine et c'est un peu par flegme que de changer de machine. Vous verrez mon visage dans certaines vidéos ici dans le groupe Accélération pour auteurs et écrivains que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. Et puis vous verrez aussi mon visage ici. J'ai un petit peu grossi et vieilli c'est une photo qui date de 2000 2019. 2019, ouais. Ma période où j'étais plutôt dans le végétarisme, végétarien pendant 2 ans. Alors, trêve de digression, il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à aider les auteurs et les écrivains indépendants à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Alors, c'est une vidéo live, je n'ai pas de script, je n'ai rien écrit. Il y aura probablement beaucoup de digressions. L'objectif, l'intention de cette vidéo, c'est de vous donner envie, de vous donner envie de vous dépasser, de faire des choses, de foncer, pas toujours à tête baissée, mais de faire face aux différents éléments de la vie, savoir détecter et observer et comprendre les éléments négatifs qui nous empêchent d'avancer dans notre existence et pareil, hein, détecter, comprendre les éléments positifs qui nous rendent heureux, qui favorisent notre bonheur, les entretenir, les cultiver et les amplifier. Alors j'ai fait une petite carte heuristique ou carte mentale ici. Je suis issu d'une formation dans le domaine professionnel, donc un CAP BEP. À l'époque, ça se faisait en même temps, en 2 ans. On passait le CAP et le BEP en même temps. Il s'avère qu'en troisième, en sortant de la classe de troisième, j'avais tout juste 9,78 ou 10 de moyenne. Au troisième trimestre, je me souviens d'avoir eu 9,70 de moyenne. Les précédents trimestres, je crois 10, 10,5, 11, quelque chose comme ça. Mais très tôt, très jeune, lorsque j'avais 13, 14 ans, je savais que c'était le commerce qui m'intéressait. Dans la famille, mon père est asiatique, il avait des commerces, donc dans le domaine de l'alimentation. On appelle ça une sorte de bar snack en face d'un collège, d'une école, et ça a fonctionné comme ça. Il a travaillé beaucoup dans la bijouterie, dans la création de bijoux. Donc j'étais très jeune dans le commerce, dans la phase de commerce. À l'âge de 14 ans, 13-14 ans, pour me faire des sous, je vendais des petites confiseries de tamarin dans mon département. Je suis né à l'île de la Réunion. Et donc je vendais des petites boules de tamarin à des commerces. À l'époque, j'avais acheté un petit facturier et tout. J'avais aussi à l'époque créé des t-shirts. Donc je vendais des t-shirts. En fait, c'était le projet de mon lycée en lycée professionnel en 15 ans, 15-16 ans, on a créé une jeune entreprise. Donc, j'ai fait un CAP vente relation clientèle, BP vente action marchande. Donc, plutôt à 17 ans, j'ai fait un bac pro commerce, option vente de produits frais en grande distribution. Et dans cette jeune entreprise, donc, on a créé donc une entreprise qui s'appelait Fleur de Vanille. Et donc, on a vendu des t-shirts. Donc j'avais cette fibre du commerce depuis tôt et puis il a fallu donc ouvrir le mindset et j'ai choisi de faire un BTS action commerciale qui s'appelle maintenant Management des unités commerciaux à Rennes en Bretagne. Ça s'est relativement bien passé, c'est la période où on fait beaucoup de fêtes. Je me souviens très bien de la rue de la Soif également. Beaucoup de fêtes, mais j'ai toujours travaillé donc dans des boîtes d'intérim. La boîte d'intérim s'appelait Provente à l'époque, il y en avait plusieurs, hein, Booster, Provente, etc. Et donc je vendais des logiciels à la Fnac, Microsoft, donc avec la petite cravate et tout, mais je vendais aussi des pizzas Sodebo dans des intermarchés, dans des super rues, dans les alentours de Rennes, etc. Donc j'ai travaillé aussi pendant les vacances en tant que job étudiant, en tant que gardien d'immeuble, hein. Enfin on dit gardien d'immeuble, on dit plus gardien d'immeuble, hein, réceptionniste ou agent d'accueil ou quelque chose comme ça,
au sein du groupe Rési d'études, donc les Estudines, pour ceux qui connaissent. Donc le BTS, à force de faire trop la fête, hein, donc je ne l'ai pas eu. J'avais complètement plagié mon mémoire de fin d'année de présentation. C'était sur le marché de l'automobile, donc je l'avais pompé sur Internet. Ça s'est probablement vu, ressenti. Pareil, le BTS, je ne l'ai pas eu, avec 10 de moyenne, 9 quelque chose. Malgré tout, pour percevoir un peu la bourse, puisque j'étais boursier, j'ai fait un petit peu de fac en passage éclair. Donc, ce qui m'a vraiment aidé, c'est durant toutes mes études, donc j'ai travaillé. Donc, j'ai toujours travaillé le week-end, le dimanche, etc. À cette époque, donc, j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle WebCity. Je ne sais plus si ça existe toujours, ça a été probablement racheté. Donc Web City Rennes, puisqu'ils avaient différentes unités dans différentes villes, Orléans, Rennes, etc., etc. Je pense que ça a été racheté, hein. C'est à partir de ce moment-là que j'ai le déclic de travailler dans le domaine du web. Donc j'ai un ami qui me montre comment faire des sites. On le faisait avec un logiciel qui s'appelait FrontPage. C'était dans les années 2000, à l'époque où, à ce moment-là, il fallait avoir le CD AOL ou Infony, etc., pour avoir de l'Internet. En faisant ce stage, ça m'a donné envie de créer des sites internet. Donc, j'ai commencé à créer des blogs ou plutôt des sites dans le domaine du voyage. Donc, on a mis de la publicité dessus. Et à l'époque, donc tout de suite, je m'étais inscrit dans une grande régie publicitaire qui s'appelait CibleClick, qui n'existe plus, hein. Euh, donc, ça a changé de nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est devenu une grosse agence média. Donc à l'époque, on vendait énormément de voyages pour Go Voyage, Vol Discount, Opodo, Anyway, Promo Vacances, Last Minute. Et puis Illico Travel, Easy Voyage sont venus beaucoup plus tard. Dans cette période-là, donc, je crée des sites internet. J'ai aussi créé des sites internet dans le domaine du charme, business adulte. Je vais ouvrir les guillemets, clairement de la pornographie, donc des vidéos internet de pornographie. Donc là, j'étais majeur, hein. Donc, on a beaucoup travaillé avec des systèmes, pour ceux qui connaissent, les systèmes Allopass. Donc, c'était du micro-accès qui permettait à des personnes de se connecter à des sites internet de pornographie. J'utilise le mot pornographie maintenant. À l'époque, on utilisait business adulte. On utilise toujours business adulte avec Carpe Diem, etc. Le problème, c'est que quand on crée ce genre de business, un jour, il faut créer une société, il faut aller au Crédit Agricole et ma banquière me demande, ben ouais, c'est cool, vous faites de l'argent avec Internet et tout, ouais, j'aimerais bien voir un de vos sites Internet. Oups, il y a un souci, c'est que ben, la majorité de mes sites Internet, à l'époque, il y a un tout petit site de voyage, pas grand-chose, basé sur l'affiliation, mais étaient des sites de charme. Donc là, je décide de souscrire au service d'une société en France métropolitaine, à Rennes, avec un ami, hein, pour créer un super site de voyage basé sur des règles XML et de l'affiliation pour être un comparateur de séjours, vols, circuits, etc. Donc ça a très bien marché. Donc de 2000 à 2009, j'ai vécu essentiellement de mon site de voyage et je l'ai revendu pas cher à l'époque, 10 000 euros en 2009, alors qu'il pouvait, je ne l'exploitais plus. Il s'est passé qu'à un moment donné, quand vous avez un business sur Internet, que vous êtes un peu jeune, vous avez envie d'un business visible. Toutes les personnes qui ont un business invisible, à un moment, à l'époque, hein, maintenant c'est beaucoup moins, ça se passe plus comme ça, puisque le mindset des jeunes ont évolué avec toute la communauté dropshipping, etc., digital nomade et tout. À l'époque, on avait envie d'avoir un business physique. Donc, j'ai ouvert une régie publicitaire Internet, donc ça n'a pas fonctionné, ça a duré à peine 1 an ou 2 ans, dans l'idée de vendre des espaces publicitaires. Donc le marché était déjà vampirisé, cannibalisé par Facebook Ads, Google Ads, etc. Donc c'était une illusion de créer ça. Ça fonctionnait, mais on n'avait pas assez de support web, etc. On avait une régie pub, hein, avec un bon CRM et tout, un bon outil plutôt, avec une centaine de sites affiliés. Donc ça, c'était pas terrible, mais c'était une bonne expérience d'entrepreneuriat. À l'époque, on avait organisé des conférences, communiqués de presse, etc. En 2010, je m'associe à deux personnes, superbe expérience, donc dans la création d'une agence conseil en stratégie digitale. Donc là, on travaille pendant 2-3 ans ensemble, et puis on embauche beaucoup.
donc de 7 à 14, etc. On fait une levée de fonds de 500 000 euros, ce qui est beaucoup à l'époque, hein, sur un petit département. Donc pour créer une marketplace, une place de marché. Et donc, vous savez les amis, quand on raconte des histoires, il faut aussi raconter ce qui est positif, ce qui est négatif, et qu'on n'a pas toujours envie de raconter, mais qui sont des expériences formateurs. Ça concerne le fait de s'associer à des personnes. Aujourd'hui, je n'encourage personne à être associé à quiconque. Donc, plutôt créer des partenariats avec des contrats de partenariat que de vous associer. Tout ce qui est association en termes de business, ça vous ouvre les probabilités qu'un jour ça se passe mal. Il y a beaucoup de situations où ça se passe très très bien, même des gens qui travaillent en famille, avec des amis, etc. Euh, et puis il y a énormément de situations aussi qui sont là plus médiatisées, popularisées, où ça se passe pas bien. Donc quand vous êtes associé à deux personnes, vous êtes trois. Donc à un moment, vous ne partagez plus obligatoirement la même vision stratégique. Alors c'est pas que un des associés a plus tort que l'autre, etc. C'est que chacun a son évolution. Un veut viser dans cette direction, l'autre de cette direction par rapport à ses valeurs, son conditionnement, sa perception, etc. Alors quand on veut vous virer et que vous êtes associé, si c'est là le cas, sachez qu'on trouvera toujours un moyen de vous virer, les amis, hein. Alors moi, à l'époque, j'avais quelques difficultés d'ordre personnel. Vous savez, la vie personnelle et la vie professionnelle sont intimement et étroitement liées. Et j'avais une consommation d'alcool excessive. Donc, lorsque je rentrais chez moi, je faisais pas à manger, j'achetais que des plats emportés. Et puis, au début, c'était festif. Et puis, je consommais beaucoup d'alcool. Ce qui fait que quand vous consommez beaucoup d'alcool la nuit, à 20h, 21h, 22h, 23h, même si vous vous arrêtez avant 23h minuit, si vous avez bien consommé, vous n'avez pas tout à fait l'esprit lucide le lendemain à 6 heures du matin, hein. Vous avez toujours des effluves d'alcool, etc. Et puis on avait une belle boîte qui fonctionnait bien et tout ça. Je me sentais bien dans cette boîte et tout. Et puis on a commencé à avoir des divergences d'opinion sur le bénéfice, l'investissement, le réinvestissement. Donc moi je suis plutôt gestion de business en bon père de famille. Je crois à la croissance organique des entreprises, dans le sens où mon business fonctionne par rapport à mon produit, à mon chiffre d'affaires et à mes ventes. Et vous avez une autre génération d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément tort, les amis, qui croient en la vie d'une entreprise, à la viabilité dans les subventions, les aides publiques et les levées de fonds, ce qui est une approche totalement différente. Là, l'entreprise va se projeter dans un avenir, va supposer un résultat, va faire des suppositions, des hypothèses et va créer un business plan, des business models, les elevator pitch, etc. pour aller chercher des business angels pour pouvoir injecter, investir de l'argent dans la boîte. La différence, c'est que ce n'est pas son pognon, c'est le pognon des autres. Donc vous avez des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans et qui, eux, j'ouvre les guillemets, s'en foutent un peu de mettre de l'argent dans une boîte. Euh, Même s'ils perdent de l'argent, ils s'en fichent complètement. Ils vont investir 500 000 ici, 500 000 là-bas, 200 000 ici, 400 000 ici. Ils s'en foutent complètement si ça se perd, hein. Alors, l'art de faire croire est un métier. Donc, faire croire et vendre des projets, c'est un métier. J'ai appris beaucoup de choses dans cette structure. Vous pouvez vendre un projet complètement merdique, bateau, si vous avez un dossier béton, si vous avez une forte capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit, et si vous avez beaucoup de connaissances, donc vous avez un système cognitif important, vous avez beaucoup de connaissances techniques, des chiffres, etc. Donc évidemment, donc on m'a éjecté de cette boîte-là. Ça m'a fait beaucoup mal à l'époque. Donc il y a une petite période d'un an ou 2 ans, le temps de se remettre, etc. Donc là, j'enchaîne en tant qu'indépendant e-commerce. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Là, au tout début, je suis un peu fébrile et de plus en plus, je vais prendre de la consistance, de l'énergie et de la force. Alors les amis, vous savez, il faut savoir se remettre debout, remonter quand on a des difficultés dans différents domaines de la vie, que ce soit des deuils, des maladies, des souffrances, des violences, etc., des moments difficiles de notre vie. Il faut savoir quelquefois tout perdre pour pouvoir faire le point, rester seul et pouvoir
essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire dans un avenir et créer les causes des conséquences à venir. Donc on sait à un moment donné ce qu'on ne veut plus faire et on fait tout pour que cela se ne reproduise plus. Donc à ce moment-là, je suis beaucoup plus fort, je sais où je vais aller. Au début, je fais du dropshipping. Donc je ne l'ai pas mis ici. Voilà, donc indépendant e-commerce, indépendant. Je me considère toujours comme un indépendant e-commerce. Donc je vais le rajouter ici. Donc au tout début du dropshipping, c'était pas mal. C'était la mode avec Denzel, Yomi Denzel, etc. Et au tout début du Covid, mars 2020, je me retrouve, tous mes colis sont bloqués en Guangzhou, en Chine, ou en Asie plutôt. Et là, je suis très bloqué, compliqué. Et là, je réalise que l'avenir n'appartient plus obligatoirement aux produits physiques. Dans le produit physique, vous avez un stock immobilisé. Vous devez gérer le suivi. Vous êtes dépendant de la logistique, suivi, etc. Vous devez gérer des mouvements bancaires, des mouvements financiers, et vous devez aussi, voilà, et vous devez aussi faire de la facturation. Vous devenez un peu comptable. Là, je comprends qu'il y a un problème, que mes brosses anticellulite et mes leggings pour femmes, et en plus les coûts d'acquisition Facebook augmentent, que ça, c'est intéressant, mais avec, à l'ère du Covid, ce n'est plus forcément viable. Il y a encore beaucoup de personnes qui font ça hein, différemment. Le dropshipping, il faut vraiment le faire, ils appellent ça black label ou white label. Il faut avoir une marque, il faut créer une marque, etc. Il faut le faire sérieusement, les amis. Mais j'ai compris que là, il y avait quelque chose qui se passait. Donc en parallèle, moi, j'ai écrit un livre de 2016 à 2019 et je comprends que j'ai envie de le publier. J'ai tout de suite choisi Amazon KDP. J'ai compris qu'Amazon, c'est 8 millions de visiteurs par jour, soit 2020. Amazon.fr, hein, 8 millions de visiteurs par jour. J'espère que vous êtes toujours là, les amis. Hein. Et je comprends que le print on demand ou l'impression à la demande, ça consiste à publier une couverture et un manuscrit sur Amazon KDP, que j'ai presque plus rien à faire, même quasiment rien. Mon livre va se vendre presque tout seul. Bon, bien évidemment, il ne s'est pas vendu tout seul. Vous savez tous que lorsqu'on publie son livre sur Amazon KDP, on est très heureux, très excité. Et au bout de 1, 2 ou 3 semaines, on a sa petite sœur, sa famille, son frère, ses amis qui disent alors ton livre et tout, les ventes, comment ça se passe? Et on est un peu honte parce qu'en fait, on n'a rien vendu, les amis. On n'a rien vendu, on est un peu dépité ou très perplexe, on doute de soi, on se dit mais qui je suis moi pour avoir publié, écrit des conneries et publié ce livre? On doute de soi en tant qu'auteur également. Et je comprends que il faut faire de la publicité Amazon, il faut faire des optimisations. À l'époque, les amis, je publie avec l'aide de Elites, qui est un super vendeur sur la plateforme, l'un des plus anciens. Et donc, je choisis, je crois, cette formule-là. Et au début, je n'avais pas compris parce qu'il a une formule e-book. Et donc, moi, ce n'est pas l'e-book que je voulais publier, c'est un livre papier. L'incompréhension est totale entre moi et lui pendant l'échange, puisque j'ai commandé le pack e-book. Et c'est bien écrit e-book. Et j'ai même commandé le pack costaud, quoi. Hein, voilà, e-book Star. Mais lorsque je vais envoyer le fichier dans Amazon KDP, j'arrive à publier l'e-book, mais pas le livre broché. C'est normal parce que je n'ai pas commandé de livre broché avec Elite. Alors ça me fait penser souvent aux incompréhensions que j'ai en tant que vendeur ici. Beaucoup d'entre vous, on a des incompréhensions. Des fois, j'ai eu cette année 2 litiges, ce qui est peu sur près de 800 personnes. Hein. J'ai eu du mal parce que euh, j'arrive à comprendre puisque j'ai été aussi auteur, mais nous, en tant que vendeur, on est obligé de tout décrire. Vous verrez que sur mes services, c'est verrouillé, c'est ficelé. On définit un périmètre et vous ne pouvez plus sortir du périmètre. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc, je publie grâce à Elites et je suis très heureux de voir mon livre en ligne sur Amazon. Super heureux. Je comprends rapidement qu'il faut faire des optimisations, etc. De par mon expérience, donc je publie également du low content ici. Low content, ce sont principalement des ouvrages dits à faible contenu, contenu pauvre.
Au début, carnet de notes, carnet de coloriage, carnet d'activité pour enfants, carnet de suivi bébé, carnet de grossesse, carnet de pêche, carnet de notation whisky, cigares, etc., etc. Et je publie beaucoup de livres tombés dans le domaine public. Au tout début, j'avais commencé par les livres tombés dans le domaine public, Victor Hugo, Maupassant. euh, il y a même un livre où j'ai bien vendu, c'est Arsène Lupin. J'ai beaucoup vendu de Arsène Lupin. C'est la série Arsène Lupin qui a fait propulser mes ventes. Et en fait, je comprends rapidement qu'il ne faut pas obligatoirement publier que du domaine public parce que les marges sont faibles, sont très faibles. Là, vous allez être en concurrence avec des grosses maisons d'édition qui, eux, savent fabriquer et vendre un livre à 1,99 € ou 2,99 €. Vous, lorsque vous envoyez le livre sur Amazon KDP, il est tout de suite en coût d'impression à 4,99 ou 5,99. Vous êtes obligé de le vendre à 6,10 € par exemple, hein, et vous gagnez 10 centimes ou 15 centimes. En parallèle, je fais beaucoup de print on demand. Je vends des t-shirts, des mugs, des tasses, etc. sur différentes plateformes, hein, Etsy, Printful, etc., etc. Donc, je deviens vendeur sur ComeUp ici, anciennement 5euros.com. Je vais vous expliquer un petit peu la structuration des équipes, etc. Il faut savoir que j'ai aussi des chaînes YouTube en lo-fi, donc en musique, etc., qui permettent de générer un petit revenu passif, etc. Alors, je fais une formation avec Joël Bilodeau en 2019-2020. Là, j'essaie un petit peu le trading, hein. Je vais le mettre parce que c'est super important. Donc, j'achète une superbe formation Forex Gang, pour ceux qui connaissent. Et là, on fait un petit peu de... J'essaie d'apprendre un petit peu le trading. Il y a pas... C'est le tout début des crypto-monnaies. Enfin, tout début. Ça existait, mais je m'y intéressais pas beaucoup. Donc, j'investis un petit peu en crypto-monnaie. Voilà, en crypto. Pas de trading. Si, un petit peu de trading, un petit peu des actions classiques, hein, à dividendes réguliers, Coca-Cola, etc., etc. Je ne m'éternise pas beaucoup puisque le trading, vous savez, il faut avoir une gestion émotion forte. Et lorsque vous investissez, il faut savoir que il faut vous mettre dans l'esprit que ce budget est perdu. Cet investissement peut se perdre. Si vous mettez 1000 euros, 2000 euros, ne considérez pas en récupérer ces 1000 ou 2000 euros. Considérez que c'est quelque chose qui fonctionne, qui va se dupliquer, etc., qu'il faut travailler. Mais ne vous dites pas dans 6 mois, j'ai besoin de mes 1000 euros. Ne vous mettez pas des deadlines aussi courtes. Alors, pour différents d'autres projets, j'avais besoin un petit peu de sous, donc j'ai retiré tous mes cryptos et trading, etc. La chose à ne surtout pas faire, les amis. D'ailleurs, je vais réinvestir un petit peu cette année, puisque c'est tout aussi intéressant. Maintenant, c'est intéressant, mais il faut vraiment suivre, hein. Il faut avoir une culture, il faut se former aussi à ça. Aujourd'hui, mon investissement reste Amazon KDP. Voilà. Alors sur Amazon KDP, j'arrive à beaucoup vendre en 2021, 2020-2021, et j'ai un gros problème au 31 décembre 2021, les amis. C'est qu'au 24 décembre, j'ai reçu une alerte, 24 décembre 2021, je reçois une alerte de Amazon KDP qui me dit qu'un de mes livres, 365 citations zen, a un problème. Il y a une citation ne m'appartenant pas, elle appartient au consortium de société Nelson Mandela. Effectivement, il y a une citation de Nelson Mandela dans cet ouvrage. Dans le flot des fêtes et de tous les mails que je reçois, je gérais énormément de commandes Fnac aussi. Je n'ai pas vu cet email, je n'ai pas répondu et j'avais 5 jours pour répondre à l'email d'Amazon KDP. Le 31 décembre 2021, mes équipes en Tananarivo, Madagascar, m'envoient un message à 7 h du matin en me disant que le compte Amazon KDP est tombé, a été suspendu. C'est le choc total, les amis. C'est le choc total. Euh, à ce moment, j'ai 7000 euros de royalties sur le compte. C'est la grosse période, hein, quand vous êtes dans ces périodes-là. Et donc, je perds 7000 euros que je ne récupérerai jamais de la part de Amazon KDP. Et cet épisode me refroidit complètement. Et cette année 2022, je n'ai presque rien publié sur Amazon KDP. Il faut savoir que quand vous êtes exclu de Amazon KDP, suspendu, banni, vous avez interdiction d'ouvrir un nouveau compte Amazon KDP. J'ai réussi à ouvrir de nouveaux comptes Amazon KDP puisque j'ai des sociétés. Donc là, vous pouvez ouvrir au nom de vos sociétés. Ou vous pouvez, une autre astuce, faire un partenariat avec une autre structure, une société. Ou certains le font aussi sur le compte de leur filleul, leur neveu, nièce, etc.
Donc là, effectivement, il y a plusieurs comptes Amazon KDP qui fonctionnent, plus comme avant, plus dans les mêmes proportions. Ça génère un petit revenu, mais qui n'a pas été beaucoup travaillé. Cette année 2022, j'ai beaucoup investi du temps et de l'argent sur ça, les amis, ce service pour vous. Donc en fait, chaque service a un processus spécifique, donc avec des collaborateurs qui m'aident. Alors j'ai plusieurs collaborateurs ici à Antananarivo, où je séjourne une grande période de l'année. Donc j'ai avec moi ça fait 7 collaborateurs. Donc vous allez souvent échanger avec Eric Mirad qui s'occupe beaucoup de la relation client, que je salue. Mirad, vous avez Rad, vous avez Miss et vous avez Zar. Donc vous avez aussi Colombe, la superviseur. Et puis moi, donc ça fait 7 personnes. Donc par rapport à certains services que vous voyez ici, donc on est sur un plateau d'affaires, donc on délègue aussi à d'autres collaborateurs, donc on peut mobiliser facilement 2-3 collaborateurs facilement dans la journée, et sur l'échelle de 2 ou 3 jours, on mobilise 10 collaborateurs facilement selon les besoins, sachant qu'on gère des appels sortants et appels entrants aussi pour d'autres clients. Toujours des clients de France métropolitaine. Voilà, donc j'ai différents services. Il y a le service où j'ai encore 100% la main dessus. C'est surtout ces deux-là. Je vais vous montrer. Création de campagne de A à Z et vérification de mes publicités. Ça, mes collaborateurs peuvent le faire en partie, mais pas totalement. Et puis, il y a un service qu'ils ne savent pas aussi produire, c'est celui-là. Je vais concevoir la description Amazon puisque j'ai fait une formation en copywriting avec Stan Leloup de Marketing Mania, qui m'a permis de me perfectionner dans la rédaction du texte de vente. C'est le texte de vente de votre page Amazon. Beaucoup d'entre vous confondent cela à une description Amazon. Alors cette année, donc j'ai beaucoup communiqué sur nos réseaux sociaux également. À Madagascar, on a publié quelques photos de nos équipes, hein. On voit ici Mirad, Rad, Eric. Eric qui est très très bon en création de couverture, Mirad en gestion relation clientèle, Rad en rédaction. Vous avez, on salue As qui de temps en temps rejoint nos équipes pour créer des bases de données, etc. Et puis voilà. Donc on a étoffé l'équipe depuis. Donc ça c'était des photos qui ont été prises. Je ne sais pas si à la date. Je crois pas. Donc cette année on a beaucoup communiqué sur l'écriture de livres. Vous savez c'est quelque chose de vraiment très 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 difficile pour créer des revenus passifs. Et on a essuyé un petit peu les plâtres au début, c'est ce service-là, parce que c'est très très difficile d'écrire voilà, en quête de ghostwriting. Quand vous écrivez du texte, il ne faut pas que ce soit du texte plagié ou copié-collé. Alors au début, on a calculé une densité, une occurrence mot-clé, une densité de mots-clés, et on s'est dit que même si on paraphrasait 20%, où on avait des bouts de texte collés à 20 ou 30%, ça pouvait faire l'affaire. Et au fur et à mesure, on a amélioré le processus, puisqu'il est préférable et il est plus sage d'avoir un contenu 100% unique, qui n'est pas issu de Wikipédia, etc. Et il faut que ce soit vraiment unique pour éviter bien des difficultés par la suite, la suspension du livre ou la clôture du compte, etc. On peut plus se permettre de proposer cela. C'est pour ça que c'est un service qui coûte relativement cher, puisque pour le faire, j'ai dû tester une vingtaine de rédacteurs. Sur la vingtaine de rédacteurs, il y en a 3 qui ont été retenus, un qui fait l'affaire, et les rédacteurs ne sont pas les mêmes en fonction que vous écrivez un livre de développement personnel, un roman ou un livre pour enfants. Donc je vais vous laisser jeter un œil sur cette partie-là, si ça vous intéresse. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc surtout, il a fallu structurer les équipes, les former, mettre en place des fiches procédures, etc. Donc j'en ai parlé ici puisque j'ai créé un groupe ici, Accélération pour auteurs et écrivains. Je vous invite à le joindre. Et je vais dans les semaines à venir proposer à ceux qui le veulent de faire comme moi, de devenir vendeur sur ComeUp. Je vous donnerai des trucs et astuces. Il faut savoir que ce service peut générer
près de 50 kilos euros, 50 000 euros à l'année à peu près. Donc c'est très intéressant si vous savez publier des livres, corriger des écrits, faire de la bêta lecture, vous êtes bon en graphisme, vous avez des connaissances euh, en graphisme, rédaction, audiovisuel, etc., développement web, gestion de communauté, community management, etc. Si vous avez des compétences diverses et variées, vous pouvez devenir vendeur là-dessus. Je vous donnerai un lien d'affiliation qui me permettra de travailler avec vous, de m'investir avec vous. Je percevrai un pourcentage de ce que vous allez vendre sur la plateforme. Et en contrepartie, je dédierai du temps à vous aider dans la rédaction de vos fiches, des conseils pour que vous puissiez vendre le plus rapidement possible. Je vous laisse jeter un œil sur la plateforme. Ne vous inscrivez pas tout de suite. J'ai mis en place ce programme et il commence le 30 novembre. Donc à la fin du mois, rejoignez le groupe et je lancerai une nouvelle communication sur cette partie-là. J'en avais déjà un petit peu parlé ici. Alors, voilà. Je descends. On pourrait aller sur la plateforme, j'en ai parlé il y a à peine quelques semaines. Je vous invite à nous suivre donc sur ce groupe. Je vous invite aussi à nous suivre sur le groupe, le compte Facebook Pod to Digital. On est aussi sur YouTube. On est aussi sur d'autres réseaux. Si vous êtes auteur, je vous invite à consulter cette vidéo. Euh, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres. Si vous êtes investisseur, vous avez plutôt le profil d'investisseur, je vous invite à visionner le business des carnets Amazon KDP en 2022-2023. Je vous invite à, bien entendu, regarder Je veux déléguer la création et référencement de mes carnets, revenus passifs et surtout, bon ça c'est intéressant, mais surtout j'ai publié récemment, alors je le retrouve plus, voilà il est en haut, le boom des livres pour enfants. Ça c'est super intéressant. Donc, si vous êtes une maison d'édition, on a aussi des services pour les maisons d'édition. Voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est surtout pensez à faire des pivots dans votre carrière. Une carrière n'est pas figée, hein. Ici, je ne vous ai pas parlé de ça. Ici, je sais pas. Voilà. J'ai été en 2019-2020 directeur commercial pour la vente de chapiteaux et de pergolas. Dans cette période, j'avais un creux de chiffre d'affaires et c'était une période je sortais d'une période compliquée aussi. J'avais besoin de pognon, de sous pour remplir le réfrigérateur, hein, pyramide de Maslow, se loger, se nourrir, se vêtir. Et j'ai eu une proposition formidable avec des personnes formidables qui m'ont proposé un poste chez eux dans le but d'accompagner deux sociétés, deux entreprises par rapport à mon expérience, par rapport à ma capacité d'organisation, à mettre en place des process, des outils de suivi, des indicateurs de performance. Et ça s'est très bien passé. Et à la fin, ça devenait un petit peu plus difficile puisque j'ai été nommé directeur commercial d'une société de vente de pergola. Et là, vous savez, ça, c'est pas évident de coacher 7 personnes dans des objectifs commerciaux. Ça ne faisait plus sens avec ce que je pensais, mes convictions, etc. Donc, après avoir accompagné ces entreprises, j'ai pu en profiter pour faire le pivot dans Amazon KDP. J'avais toujours cette activité de dropshipping. J'avais aussi ce statut d'indépendant e-commerce en parallèle. Donc, je faisais ces deux activités. Mais pour vous dire que des fois, lorsque vous faites des réunions qui durent et que vous commencez à penser à vos business online ou que vous êtes au boulot et que vous commencez à penser à votre souhait de devenir écrivain à temps complet, que ça vous obsède de plus en plus, planifiez, organisez-vous pour créer les causes des conséquences à venir, définissez votre périmètre, ajoutez une notion d'urgence et puis passez à l'action. Passez à l'action. Quitte à à réduire vos dépenses, faites un point sur vos dépenses, vos finances. Il y a énormément de dépenses que vous pouvez réduire. Ça va être un grand bouleversement et un changement de votre vie. Même au niveau social, c'est plus la même chose, mais parce que vous avez un objectif. Donc moi,
À une période de mon existence, j'ai vécu dans un tout petit appartement avec des revenus très très bas, avec très peu de dépenses. Et j'avais des cadences d'horaire et de travail énormes, les amis. J'avais une technique, c'est que je me réveillais à minuit. Je me réveillais à minuit et je travaillais jusqu'à midi, midi ou 13 heures. À 12 heures ou 13 heures, donc j'allais faire du sport, 13-14 heures jusqu'à 15 heures. 15-16 heures si j'avais de la paperasse administrative ou aller chez le médecin, un petit peu de socialisation. Donc aller voir ma mère, ma soeur, etc. Avoir des amis, 15-16 heures, 17 heures. Et puis dès 17 heures, même un petit peu avant, vous devez être chez vous pour commencer à redescendre la pression, 17-18 heures, une heure à peu près, pour lire un petit peu, faire un petit peu de méditation, etc. Mettre une petite lumière tamisée chez vous. Et puis à 18 heures, je dormais. 18-19 heures. Et quand le réveil sonne à 23h50, ben, il faut se réveiller. Donc pendant longtemps, j'ai fait ça. Donc j'ai travaillé toute la nuit. C'est une période très calme. C'était très calme la nuit. C'était pendant le confinement, un petit peu pendant le confinement, même un petit peu avant aussi, pendant le confinement. Et j'ai fait beaucoup d'heures de cette façon-là. Donc vous faites vos 12 heures de travail. Quelquefois, j'en faisais même un peu plus. Il y a certains après-midi, je zappais les sorties. Ça, il faut surtout pas faire puisque vous créez un déséquilibre. Donc, je pouvais travailler jusqu'à 15-16 heures. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps avec cet outil. Donc, j'ai plusieurs écrans quand je travaille, les amis, hein. Alors, lui, il est très très bien. Donc, je vous invite à visionner sa chaîne. Et encore une fois, ne faites pas trop de changements une seule fois, hein, puisque vous allez être complètement déstabilisé. Study with Me, vous pouvez mettre des périodes de travail, laissez ça sur un écran tourné, là vous avez 2 heures de travail, 3 heures de travail, et il va vous donner la temporalité. Je vais vous montrer un exemple, je vais couper le son, je vais laisser le son, ça va être sympa. La session 1 par exemple ici, elle dure 42 minutes, et puis vous avez un break de 48 minutes, et puis là vous avez une nouvelle session de travail, et encore un break. Bon, il a un petit peu fait évoluer ses breaks, parce que les breaks, normalement, ils ne durent que 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Je vais prendre ça. Voilà. Bon, il a fait évoluer son truc parce que les breaks, ils étaient beaucoup plus courts. Donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'il travaille on travaille pendant 1 heure, on se repose pendant 15 minutes, on retravaille pendant 1 heure ou 45 minutes, on se repose pendant 10 minutes, etc. Donc, c'est lui qui donne le tempo et vous êtes obligé de suivre le tempo. Et en le voyant travailler, ça crée aussi comme une sorte de motivation supplémentaire. Vous voyez, là il a un décompte, vous voyez, et vous êtes obligé de suivre cette partie-là. Et puis tout de suite après le décompte, on recommence à travailler. Donc je connais énormément de méthodes de travail, Pomodoro, First In, First Out, GTD, etc., etc. La meilleure technique de planification que je connais, c'est de lister vos tâches et d'avancer sur vos tâches. Vous avez aussi la méthode, alors je vais retrouver le nom. Voilà, donc c'est une méthode agile. Vous allez mettre en place des tâches à faire en cours, en pause, terminer, etc. Comme ça, vous voyez vos tâches avancer. Vous pouvez faire ça sur un tableau Excel aussi ou Google Sheet. C'est super, super intéressant. Et vous faites, donc ça, c'est des post-it, hein. Et vous faites avancer, vous déplacez les post-it. De cette façon, vous voyez si vos tâches avancent ou pas. Donc ça peut être par exemple la couverture, la rédaction d'un chapitre. Vous pouvez même prendre ici mes services. Alors, je vais le remettre. Chaque service, vous pouvez les réaliser vous-même en vous formant un petit peu, hein, en vous donnant du temps. Vous n'êtes pas obligé d'acheter avec moi, hein. L'idée de vous rendre autonome, c'est aussi une de nos intentions. On va prendre par exemple obtenir des avis supplémentaires pour mon livre. Donc ça, c'est une tâche. Vous allez écrire ça sur un post-it de couleur et vous allez le coller ici dans votre tableau. Vous allez créer une autre tâche. L'autre tâche, c'est inscrire mon livre dans 10 catégories au lieu de 2. Et vous ne savez pas comment le faire. Donc, il y a une autre sous-tâche, c'est apprendre à comment référencer mon livre dans 10 catégories Amazon KDP au lieu de 2.
Et puis l'autre tâche, c'est inscrire mon livre dans 10 catégories Amazon KDP. Donc vous avez deux tâches. N'hésitez pas à découper les tâches en sous-tâches. Donc là, dans un tableau comme ça, vous avez trois tâches déjà, ou deux tâches et une sous-tâche. On peut prendre une autre, référencer mon site dans 8 sites communautaires. Vous zoomez ici, vous allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez déjà 8 sites à peu près. Vous pourrez référencer votre livre. Là, vous pourrez installer, ici, créer une tâche, chercher les applications mobiles de lecture. Ça, c'est les lister, créer une liste d'applications mobiles de lecture. Et la deuxième, ou la sous-tâche, c'est inscrire mon livre dans ces tableaux mobiles de lecture. Et une fois que vous avancez comme ça, vous faites avancer la tâche dans Affaires, en cours. Moi, j'enlève Affaires, hein, je mets en cours, en pause, en cours, en pause, problème, terminé. Dans problème, c'est pas parce qu'avec mes collaborateurs, on essaie de résoudre des problèmes quand une tâche a un souci. Vous pouvez laisser dans en pause, et quand c'est en pause, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, j'ai été très heureux d'aborder ces éléments avec vous. Pensez à pivoter dans tout ce que vous faites. La vie n'est pas figée. L'existence humaine est relativement courte et fragile. La vie est précieuse. Prenez soin de votre santé aussi. C'est la machine qui vous permet d'avancer. Sans elle, vous ne pouvez pas avancer. Et puis, je vous donne encore une fois rendez-vous à bientôt dans Accélération pour auteurs et écrivains. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Au-delà de l'argent, au-delà de la convoitise, au-delà de la cupidité ou de la lourdeur d'esprit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos moins proches. Que la force soit avec toi.